Ils ont éclaté de rire quand ma femme a jeté mes cartes de visite à la poubelle lors du déjeuner de Pâques. Son père en a repêché une au milieu des ordures et son verre de vin s'est brisé sur le carrelage. C'est ce titre, est-ce réel? Qui a marqué le moment où leur monde a commencé à s'effondrer, car je n'avais pas seulement pris leur contrat, j'avais tout pris. Je m'appelle Antoine Mercé, j'ai 42 ans et ces 12 dernières années, j'étais marié à Célia Delacroix, devenue Célia Mercé, dont la famille possède le groupe Delacroix BTP, un réseau d'entreprises de construction qui règne sur l'Île-de-France depuis 3 générations. Un empire bâti sur des poignées de main dans des clubs privés parisiens et ce genre d'assurance typique de la vieille bourgeoisie qui confond héritage et mérite. Je viens de rien, mon père était ouvrier sur des chantiers et conduisait des toupies à béton, il m'a appris que le vrai pouvoir n'est pas bruyant, il est patient, il attend, il construit en silence pendant que les autres sont occupés à parler. Ce dimanche de Pâques a commencé comme toutes les fêtes chez les Delacroix, dans leur immense propriété des Yvelines qui s'étend sur plusieurs hectares, le genre d'endroit où l'aller gravillonner coûte plus cher que la plupart des appartements. Je suis arrivé avec mon vieux pick-up Toyota que je conduis depuis 6 ans et que Célia détestait car elle disait qu'il nous donnait l'air pauvre. La salle à manger était dressée avec de la porcelaine de Limoges valant plus que mon premier salaire annuel. Henri, le père de Célia, présidait en bout de table dans son blazer bleu marine, tenant sa cour comme à son habitude, sa mère, Béatrice, s'agitait autour du gigot d'agneau. Et l'oncle François était assis dans un coin, sirotant son deuxième verre de whisky avant même le début du repas. Je découpais la viande quand Célia a pris la petite pile de cartes de visite que j'avais laissée sur la console, elles étaient noires mat, au design minimaliste, épuré et professionnel. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé avec cette pointe de mépris dans la voix. J'ai répondu que c'était mes cartes de visite que je venais de faire imprimer, mais elle ne les a même pas regardées correctement. Elle les a déployées comme un jeu de cartes et a ri en demandant si je les avais imprimées moi-même et si on était revenu en 2005. Son cousin Thibaut a pouffé en recrachant un peu de vin par le nez et même Béatrice a renchéri depuis l'autre bout de la pièce en disant que c'était l'intention qui comptait, puis Célia a fait une chose que je n'oublierai jamais. Elle a marché jusqu'à la poubelle de la cuisine et les a laissées tomber dedans, le bruit de ses cartes heurtant le sac poubelle a semblé résonner anormalement fort. Personne ne s'y intéresse, a-t-elle dit en retournant à table avec un sourire en coin. La pièce a explosé de rire, Thibaut a fait une blague sur la vente pyramidale, la sœur de Béatrice a demandé si je les avais achetés dans une papeterie de quartier. Et même Henri a secoué la tête avec ce sourire pincé qu'il arborait chaque fois qu'il pensait que je jouais à la dinette dans son monde d'adulte. Je n'ai pas réagi car j'ai appris que le silence est une arme et que plus on laisse les gens parler, plus ils se dévoilent, mais l'oncle François s'est reculé de la table, lui qui était resté silencieux pendant presque tout le repas à observer ce cirque avec des yeux fatigués. Il s'est dirigé vers la poubelle, s'est penché et a sorti l'une des cartes comme s'il récupérait un objet sacré, il l'a examiné en plissant les yeux, ajustant ses lunettes, puis il s'est figé complètement, son verre de vin lui a glissé des doigts et s'est brisé net sur le carrelage. Le vin rouge se répandant sur les joints blancs comme sur une scène de crime. Tout le monde s'est arrêté, les fourchettes en l'air, même le chien a cessé de quémander. François fixait la carte puis moi, sa voix est sortie rauque et confuse quand il a lu le titre lentement. Est-ce réel? Personne n'a répondu, il m'a regardé, soudainement dégrisé, et a dit tu es l'associé gérant de Titan Matériaux Holding. J'ai hoché la tête une fois, calme, sans théâtre, la fourchette de Célia a claqué contre son assiette quand elle a demandé ce qu'était Titan Matériaux, mais François l'a coupé, les yeux toujours rivés sur la carte, en disant tu ne sais pas. Henri s'est penché en avant, irrité, disant à François d'arrêter son cinéma, mais François l'a ignoré, fixant toujours la carte comme si c'était une bombe, et a annoncé d'une voix tremblante que Titan venait de remporter le grand marché public d'infrastructures du Grand Paris. Celui sur lequel tous les grands entrepreneurs avaient soumissionné. Tu sais qui l'a perdu, Henri? Nous, a dit François, et la pièce est devenue silencieuse avant qu'il ne me pointe du doigt en demandant si c'était moi qui étais derrière tout ça. J'ai pris un peu de gratin dauphinois, calme comme toujours, en répondant que c'était une procédure d'appel d'offres compétitive. Célia a cligné des yeux, la bouche entr'ouverte, et un des jeunes cousins a finalement rompu le silence pour demander ce qu'était un contrat d'infrastructure. Mais personne ne lui a répondu. J'ai continué à manger, l'agneau était trop cuit, pas terrible mais pas inoubliable. Ce qui était inoubliable en revanche, c'était de voir le moment exact où la famille de Célia a réalisé qu'elle était assise en face de quelqu'un qu'elle n'avait jamais pris la peine de voir. Le visage d'Henri avait pâli, Béatrice a posé son verre avec une main tremblante, Thibaut ne riait plus et Célia me regardait comme un étranger. François tenait toujours cette carte, la main tremblante, et a demandé doucement depuis combien de temps. J'ai répondu assez longtemps, et j'ai su que je n'aurais plus besoin de dire un mot ce soir-là,
le silence ferait le reste. François m'a rattrapé sur la terrasse 20 minutes plus tard, les autres étaient encore à l'intérieur, essayant probablement de comprendre ce qui venait de se passer. L'air d'Avril était frais mais sa voix était plus tranchante quand il a dit qu'il pensait que Titan Matériaux était une société écran, des rumeurs, pas de conseil d'administration publique, il regardait la carte froissée dans sa main comme s'il n'arrivait pas à y croire. Tu es l'associé gérant, a-t-il dit, ce n'était pas une question, j'ai juste hoché la tête, il s'est appuyé contre la rambarde comme si on lui avait coupé le souffle, passant une main dans ses cheveux gris en réalisant que c'était moi qui avais remporté le contrat du Grand Paris, les autoroutes, les ponts, l'intégration de la chaîne d'approvisionnement. Il m'a regardé et j'ai vu qu'il faisait les calculs derrière ses yeux fatigués, disant qu'ils avaient passé 14 mois à préparer cette offre et qu'Henri avait hypothéqué 2 propriétés pour financer la proposition. J'ai répondu d'un ton plat que l'affaire avait été conclue lundi dernier. Sa bouche est restée ouverte, je voyais les dominos tomber dans sa tête, le groupe de la Croix comptait sur ce contrat pour assurer son avenir sur la décennie, à l'intérieur quelqu'un a ri, probablement Thibaut faisant une autre blague à mes dépens, pensant toujours que j'étais le dindon de la farce. François s'est essuyé le visage avec la paume de la main et a demandé si Henri savait vraiment ce que j'avais fait, j'ai répondu pas encore, il a expiré fort en se pinçant l'arête du nez, réalisant que cela affectait toute leur chaîne d'approvisionnement en matériaux. Qu'ils se fournissaient en béton, en acier et en asphalte via mon réseau depuis 8 mois sans le savoir. Tu nous as coincés, a dit François doucement, nous dépendons de toi maintenant pour les matériaux, pour les prix, pour tout. Il a marqué une pause en regardant la pelouse parfaitement entretenue et a ajouté qu'Henri était toujours là-dedans à se moquer de moi comme si j'étais l'assistant de quelqu'un. J'ai haussé les épaules en disant que les gens voient ce qu'ils veulent voir. François m'a étudié un long moment et a demandé si j'allais lui dire ce soir, j'ai demandé si cela changerait quelque chose, sa mâchoire s'est crispée car il savait que cela les humilierait. J'ai repris la carte de sa main, je l'ai glissée dans mon portefeuille et j'ai dit qu'ils avaient eu cette opportunité toute la soirée avant de retourner vers la maison, laissant François seul avec ses pensées et un verre de whisky. À l'intérieur, le bruit semblait lointain, les rires, les tintements de verre, les conversations suffisantes, tout semblait si éloigné de la réalité. J'ai trouvé Célia dans le salon parlant à sa mère d'un gala de charité, elle m'a à peine regardé quand je me suis approché. Demandant distraitement si je partais déjà, j'ai dit oui, que j'avais une réunion tôt le lendemain. Encore en train de bâtir ton empire, a-t-elle dit avec ce même ton moqueur qu'elle avait utilisé toute la soirée, j'ai juste souri en disant quelque chose comme ça, je l'ai embrassé sur la joue par habitude et je suis sorti. La vérité est que je n'avais pas prévu d'apporter ces cartes, elles traînaient dans mon pick-up depuis une semaine, une nouvelle impression car l'ancien titre était obsolète, je les avais glissées dans ma poche sur un coup de tête, ce qu'il ne savait pas et ne saurait que bien plus tard. C'est que Titan Matériaux avait finalisé 4 acquisitions majeures cette semaine-là, pas seulement le contrat public, mais les entreprises qui fournissaient les granulats, les centrales à béton, la fabrication d'acier et les usines d'asphalte dont dépendait le groupe de la Croix. Ils n'allaient pas apprendre qui j'étais, ils allaient apprendre ce que je possédais, et cela n'arriverait pas dans un titre de journal, mais dans une facture. Dès le lundi matin, les murmures se sont transformés en appels téléphoniques, le téléphone de Célia n'arrêtait pas de vibrer, elle était assise à l'îlot de la cuisine, son café intact, faisant défiler des messages passés de banal à frénétique. Sa cousine Rachel lui a envoyé un lien vers un article des Échos, un autre cousin a transféré une capture d'écran de LinkedIn, puis est venu l'appel de Camille, la gardienne autoproclamée des ragots de la famille. Célia, a dit Camille essoufflée sans dire bonjour, dis-moi que ce n'est pas vrai. Célia a demandé ce qui n'était pas vrai, et Camille a demandé si son mari avait vraiment racheté les Carrières du Nord. Célia a ri, mais son rire sonnait creux, disant que non, que je dirigeais toujours ma petite boîte de conseil, mais la voix de Camille est montée dans les aigus, lui annonçant que les Carrières du Nord avaient été absorbées par une entité appelée Titan Matériaux Holding la semaine précédente. Que leurs emails revenaient en erreur et que tout était redirigé. Célia a arrêté de faire défiler son écran, demandant si elle était sérieuse. Camille a expliqué qu'elle travaillait aux achats pour un grand groupe industriel et que la moitié de leur inventaire du 2e trimestre devait passer par eux. Mais que maintenant tous les contacts redirigeaient vers des domaines Titan, puis elle a demandé si Célia était au courant. Célia a fixé son reflet dans la porte du micro-ondes et a dit lentement qu'elle ne savait pas. Camille a raccroché sans dire au revoir. Célia a posé son téléphone avec précaution comme s'il risquait d'exploser, la maison semblait trop calme. Elle s'est levée et a marché jusqu'à mon bureau, la porte n'était pas fermée à clé, elle ne l'était jamais, mon ordinateur portable était ouvert, l'écran noir, elle a hésité une seconde puis a bougé la souris, pas de mot de passe, je ne m'en étais jamais soucié à la maison. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait,
peut-être la preuve que c'était une erreur, une confusion de noms, mais à la place elle a trouvé un dossier intitulé Acquisition T1 confirmé, elle a cliqué et un tableur est apparu listant 43 entreprises dont les Carrières du Nord. Béton Rive Gauche, Aciérie Continentale, tout affichant le statut intégré Titan Matériaux Holding, des fiches d'email avec des adresses se terminant par titanmatériaux.com, une note interne accueillant 8 nouveaux directeurs régionaux. Tous des noms qu'elle reconnaissait du réseau de fournisseurs de son père. Sa gorge est devenue sèche, puis elle a entendu la douche s'arrêter à l'étage, elle a claqué l'ordinateur et a reculé hors du bureau comme si elle s'était trompée de pièce. Je suis descendu 5 minutes plus tard, une serviette sur les épaules, les cheveux encore humides, calme. Je n'avais pas l'air surpris de la trouver dans le couloir, j'ai dit tu as fouillé dans mes fichiers, ce n'était pas une question, elle n'a pas répondu, elle ne pouvait pas, je suis passé devant elle pour aller à la cuisine, je me suis versé un café, je l'ai bu noir, puis sans colère ni triomphe. Je l'ai regardé et j'ai dit la prochaine fois que tu jettes quelque chose, vérifie ce qui est écrit dessus d'abord. Célia a ouvert la bouche puis l'a refermée, il n'y avait rien à dire qui n'aggraverait pas la situation car à ce moment-là, elle a compris que ce n'était pas un coup de chance, que ce n'était pas moi trébuchant sur le succès, c'était un réseau, une toile. Et pas le genre avec lequel sa famille jouait au golf, c'était de l'infrastructure, du vrai pouvoir. Elle pensait que je bricolais dans le garage pendant que les adultes parlaient affaires, mais elle avait tort, l'homme dont elle s'était moquée pour avoir imprimé ses propres cartes venait d'absorber la moitié de la chaîne d'approvisionnement de sa famille. Elle s'est souvenue du déjeuner de Pâques, quand François avait demandé si le titre était réel, quand la pièce était devenue froide, elle avait ri, essayé de balayer ça, mais François n'avait pas ri et son père ne rirait pas non plus une fois qu'il verrait ce qui était en train de se défaire. Car il ne s'agissait plus d'orgueil, mais de contrôle, et elle venait de réaliser à quel point il ne leur en restait que peu. Il était près de minuit quand elle a entendu la voix de son père résonner dans le couloir du bas. Célia était descendue boire de l'eau mais s'est arrêtée en bas des escaliers en entendant le ton, ce n'était pas sa présence imposante habituelle, c'était quelque chose de plus tendu, de forcé. Elle s'est avancée doucement vers la cuisine, pieds nus sur le parquet, son père ne l'avait pas remarqué, il était dos au couloir, voûté sur l'îlot central, une main serrant son téléphone, l'autre frottant sa tempe, disant au téléphone que François l'avait confirmé, que l'offre était perdue. Qu'ils avaient sécurisé tout le contrat du Grand Paris sous une structure ombrelle, Titan Matériaux Holding. Il a marqué une pause, ajoutant que ce n'était pas public, que c'était discret comme une tombe et que c'était ce qui rendait la chose si frustrante, pas de présence web, pas de communiqué de presse. Que tout le monde pensait que leur fournisseur habituel serait le principal pour les projets d'État et que maintenant ils étaient dans la panade. Le cœur de Célia a chuté, Titan Matériaux Holding, le même nom que sur mon ordinateur. Elle est entrée dans la cuisine avec précaution et a dit au papa, il s'est retourné en sursaut, le visage rouge non pas d'alcool mais de stress. Demandant ce qu'elle faisait debout en coupant le micro de son téléphone. Elle a dit doucement qu'elle l'avait entendu mentionner Titan Matériaux, son expression a changé, défensive, agacée, demandant ce qu'il en était, elle a dégluti difficilement et a dit que c'était le nom sur la carte de visite d'Antoine. Pendant 3 secondes entières, Henri l'a juste fixé, puis la réalisation l'a frappé comme un train de marchandises, il a demandé lentement si son mari était lié à Titan Matériaux, elle n'a pas répondu, son silence disait tout, Henri a laissé échapper un rire amer en secouant la tête. Disant au bon Dieu, pas étonnant que François ait eu l'air d'avoir vu un fantôme. Elle s'est approchée du comptoir, la voix plus basse, demandant s'il disait que l'entreprise d'Antoine avait battu la leur, Henri a craqué en disant qu'il ne les avait pas battus, qu'ils étaient passés sous le radar, avaient raflé le contrat, regroupé les matériaux, la logistique. La fabrication, tout, et que ce n'était pas juste ce contrat, qu'ils étaient exposés. Il a ajouté que François disait qu'il contrôlait au moins 6 de leurs principaux fournisseurs et qu'il ne savait même plus de quoi ils dépendaient. La panique dans sa voix a brisé quelque chose en elle, elle avait grandi en croyant que son père était intouchable. Il avait un jour forcé un conseiller municipal à s'excuser en public, maintenant il ressemblait à un homme réalisant que le sol sous ses pieds s'érodait depuis des années. Célia s'est assise lentement à l'îlot, le granit froid sous ses paumes, disant à moitié pour elle-même qu'il n'en parlait jamais, pas une seule fois, jamais mentionné Titan, qu'elle pensait qu'il gérait toujours cette petite boîte de conseils. Henri a reniflé en disant que c'était probablement une façade, de la poudre aux yeux, il s'est appuyé sur le comptoir en demandant si elle avait déjà demandé ce qu'il faisait réellement, à quoi servaient ces nuits tardives. Elle l'avait fait 1 ou 2 fois mais avait arrêté de demander quand ses réponses l'ennuyaient. Elle a admis avoir vérifié son ordinateur vendredi et trouvé des contrats, des carrières, du béton, de l'asphalte, qu'il y en avait beaucoup plus,
Henri a expiré en passant ses deux mains dans ses cheveux grisonnants, concluant qu'il n'était pas juste impliqué, qu'il était titan. Célia ne savait pas quoi dire, tout ce à quoi elle pouvait penser c'était le dîner de Pâques, les rires, les moqueries, la façon dont elle avait jeté ses cartes comme des ordures, la façon dont elle l'avait rejeté devant tout le monde, et maintenant, quelques jours plus tard. Le nom de l'entreprise sur ses cartes démantelait l'empire familial de l'intérieur. Ne le dis à personne pour l'instant, a dit Henri en faisant les 100 pas, nous devons comprendre jusqu'où cela va avant que ça n'empire, mais c'était déjà pire, elle pouvait le sentir, Titan n'était pas un parvenu chanceux avec un bon timing. C'était une machine construite pièce par l'homme qu'elle avait dénigré pendant 12 ans. Il ne portait pas de costume sur mesure, ne cherchait pas les gros titres, il cherchait des leviers, et maintenant avec chaque fournisseur qui disparaissait, chaque contrat qui s'évaporait, le monde de son père s'effondrait et Antoine tenait le détonateur. L'appel est arrivé un jeudi après-midi, j'étais dans mon bureau du centre-ville quand mon assistant m'a prévenu qu'un certain Louis Cartron était en ligne et que c'était personnel, j'attendais cet appel depuis 3 semaines. Louis Cartron, le nom qu'Henri Delacroix avait effacé de chaque photo de famille, de chaque dossier d'entreprise, de chaque conversation depuis 35 ans, j'ai décroché, sa voix était rocailleuse, vieillie par des décennies de cigarettes et d'amertume. Il a dit qu'il avait entendu dire que j'avais finalement bougé mes pions. J'ai répondu que les nouvelles allaient vite, il a marqué une pause pour me remercier de lui avoir donné une place au premier rang pour voir cette famille enfin recevoir ce qu'elle méritait. Louis Cartron avait été le partenaire original d'Henri en 1988. Ensemble ils avaient fait passer l'entreprise de 2 camions à un acteur régional, puis Henri l'avait racheté en utilisant une faille juridique qui avait laissé Louis avec rien d'autre qu'un procès qu'il ne pouvait pas se payer. Mais ce n'était pas la partie intéressante. La partie intéressante est arrivée il y a 6 mois quand je passais en revue des documents d'acquisition pour une petite compagnie d'assurance. Enterré dans leurs archives médicales j'ai trouvé quelque chose qui ne collait pas. Un test de paternité de 1989 commandé par Béatrice Delacroix, les résultats montraient qu'Henri n'était pas le père biologique de leur fils aîné, cet enfant était François, et le vrai père était Louis Cartron. J'avais gardé cette information pendant des mois, attendant le bon moment, et ce moment était arrivé, j'ai demandé à Louis si François savait, Louis est resté silencieux un long moment avant de dire non. Que Béatrice avait payé la clinique pour enterrer les résultats et les avait menacés de procès si quelqu'un en parlait. Il a ajouté qu'il ne l'avait appris que 5 ans plus tard par un technicien de laboratoire pris de remords, et quand j'ai demandé pourquoi il ne l'avait pas dit, il a répondu qu'à ce moment-là François avait 12 ans, qu'Henri l'avait élevé. Qu'il avait déjà tout perdu et qu'il n'allait pas faire exploser la vie d'un gamin pour sa propre vengeance. Sa voix s'est durcie en disant que maintenant ce gamin avait presque 70 ans et qu'Henri était sur le point de tout perdre, que c'était peut-être le moment que François sache la vérité sur l'homme qu'il appelle père. Je me suis adossé à mon fauteuil en disant que je n'étais pas là pour détruire des familles. Il a convenu que j'étais là pour démanteler des empires mais que cette information était à moi, à utiliser comme bon me semblait, un cadeau d'un fantôme à un autre. Il a raccroché et je suis resté assis longtemps à regarder le dossier, à l'intérieur il y avait une copie du test. Les dossiers médicaux, les notes manuscrites de Béatrice disant que cela ne s'était jamais produit. La question n'était pas de savoir s'il fallait l'utiliser, mais quand, car il ne s'agissait plus seulement d'affaires, il s'agissait de couper l'herbe sous le pied de la fondation sur laquelle Henri avait bâti toute son identité, son fils aîné, son héritage, son héritier. Rien de tout cela n'était à lui. J'ai fait une copie du dossier et l'ai scellé dans une enveloppe adressée à François Delacroix à son domicile, puis je l'ai mise dans mon tiroir, pas encore, mais bientôt, car parfois les coups les plus dévastateurs ne sont pas ceux que l'on porte immédiatement, ce sont ceux qu'on laisse mijoter. Henri avait passé 35 ans à croire qu'il avait enterré ses secrets assez profondément, il avait tort, et François allait apprendre que l'homme qu'il avait passé sa vie à défendre lui mentait depuis le jour de sa naissance. Je n'avais pas besoin de détruire l'entreprise d'Henri pour le briser. J'avais juste besoin de détruire le mensonge sur lequel il avait bâti sa famille. La nouvelle a éclaté un vendredi matin, pas avec un gros titre, mais avec un email discret du parquet national financier à l'avocat personnel d'Henri Delacroix, un avis d'enquête sur le groupe Delacroix BTP pour violation potentielle des règles boursières et irrégularité fiscale. Je n'étais pas censé le savoir encore, mais j'avais des gens partout maintenant. L'enquête avait commencé il y a 8 semaines suite à une dénonciation anonyme sur des divergences dans les contrats publics de Delacroix, factures gonflées, coûts de matériaux mal déclarés. Paiement à des sociétés écrans, tout cela vrai, documenté et soumis par moi. J'avais passé 3 ans à collecter des preuves, chaque marché louche, chaque pot de vin versé à des élus locaux, il avait été prudent mais pas assez, et dans le bâtiment les traces écrites sont partout, la beauté de la chose était le timing.
Juste au moment où le groupe essayait de se remettre de la perte du contrat public, juste au moment où ils restructuraient leurs dettes. Mon téléphone a sonné, c'était François, la voix tendue, disant qu'il fallait qu'on parle, qu'Henri venait de recevoir un avis du PNF, j'ai dit calmement que j'étais au courant, sa voix est montée en demandant comment je savais, puis plus doucement il a dit c'était toi. Je n'ai pas nié, François a soufflé oh mon Dieu, tu n'as pas seulement pris les contrats, tu prends tout, j'ai répondu que j'avais soumis des preuves d'activités illégales aux autorités et que ce qu'ils en faisaient ne regardait qu'eux. Il a dit qu'il parlait de charges criminelles, qu'Henri pourrait aller en prison, j'ai répliqué qu'il aurait dû respecter la loi, François est resté silencieux un moment avant de dire qu'il savait que j'étais stratège mais qu'il ne réalisait pas que j'étais impitoyable. J'ai corrigé en disant que je n'étais pas impitoyable mais méticuleux, qu'il y avait une différence, il a demandé amèrement s'il y en avait une, j'ai dit oui, qu'être impitoyable aurait été de fabriquer des preuves, que j'avais juste collecté ce qui existait déjà. Qu'Henri avait construit ce château de cartes et que je n'étais que le vent qui le renversait. François a expiré lentement, disant que Célia était une épave, que Béatrice faisait des attaques de panique et qu'Henri ne sortait plus de son bureau, j'ai dit que j'étais désolé d'entendre ça, pas pour Henri mais pour les dommages collatéraux. Il a demandé si je l'étais vraiment, car de là où il se tenait cela ressemblait à de la vengeance, j'ai répondu que c'était de la justice et qu'il y avait aussi une différence, il a raccroché sans un mot de plus. J'ai posé le téléphone et regardé par la fenêtre de mon bureau la ligne d'horizon, Titan occupait 3 étages maintenant, et Henri était sur le point de perdre tout ce qu'il avait mis 40 ans à bâtir, non pas parce que j'étais cruel. Mais parce que j'avais appris quelque chose qu'il n'avait jamais compris, le vrai pouvoir ne s'annonce pas, il attend le bon moment. L'enquête prendrait des mois, mais le mal était fait, les banques gèleraient les lignes de crédit, les partenaires prendraient leur distance, le groupe survivrait probablement mais ne serait plus jamais le même. Et Henri passerait le reste de sa vie à savoir que l'homme qu'il avait détruit était le même dont il s'était moqué pour avoir imprimé ses propres cartes. L'enveloppe est arrivée à la maison un mardi après-midi, une enveloppe standard sans adresse de retour, juste mon nom imprimé, Célia était dans la cuisine quand je l'ai posée sur la table basse, elle vivait dans la maison comme un fantôme depuis une semaine. Elle a demandé ce que c'était d'une voix creuse, j'ai dit ouvre-la, elle l'a fait comme si l'enveloppe allait exploser, a sorti les papiers et j'ai vu le moment exact où elle a compris en lisant « demande de divorce ». Ses mains ont commencé à trembler, elle a demandé ce que c'était, j'ai répondu calmement que ça ressemblait à un divorce, elle a demandé si c'était à cause de sa famille, de ce qu'ils avaient dit, j'ai dit non, m'asseyant en face d'elle, que c'était à cause de ce qu'elle avait dit. De ce qu'elle avait fait pendant 12 ans. Elle a posé les papiers comme s'il lui brûlait les doigts, disant qu'elle avait fait une erreur, une seule, qu'elle avait jeté des cartes de visite, qu'elle ne savait pas, j'ai gardé ma voix égale en disant que ce n'était pas une seule erreur mais un schéma, chaque dîner, chaque événement. Chaque fois que j'essayais de partager ce que je construisais, elle me rabaissait. Elle a commencé à dire qu'elle ne pensait pas, je l'ai coupée en disant qu'elle pensait chaque mot, qu'elle ne pensait juste pas qu'il y aurait des conséquences, elle s'est effondrée sur le canapé, proposant une thérapie, des excuses publiques, je secouais la tête. J'ai dit que je ne voulais pas d'excuses ni de thérapie, je voulais une partenaire, quelqu'un qui croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait, et qu'elle n'avait jamais été cette personne. Elle a pleuré en disant que ça faisait 12 ans et que j'arrêtais tout comme ça, j'ai répondu doucement que j'avais arrêté il y a 7 ans mais que je ne le savais pas encore, elle m'a regardé comme un étranger, les termes étaient justes, pas de pension alimentaire. Partage des biens selon l'apport de chacun, elle gardait la maison qui était payée, je gardais l'entreprise à laquelle elle n'avait jamais cru. Elle a relu les papiers et s'est figée sur une ligne, disant d'une voix brisée « Tu gardes le chien », j'ai dit que Max était à moi, que je l'avais payé, dressé et soigné, et qu'elle se plaignait de ses poils sur les meubles, ce détail a semblé briser quelque chose en elle. Elle a chuchoté qu'elle m'aimait, j'ai corrigé en disant qu'elle aimait l'idée de moi, la version qu'elle pensait pouvoir façonner pour plaire à sa famille, elle a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre, j'ai dit non. Elle a demandé pourquoi maintenant, pourquoi comme ça, j'ai répondu que j'avais fini d'être invisible dans mon propre mariage, que j'avais bâti un empire pendant qu'elle riait de mes cartes de visite. Que j'étais devenu tout ce que j'avais dit que je serais et qu'elle n'avait rien remarqué parce qu'elle ne regardait jamais. Je me suis levé, j'ai pris mes clés, disant qu'elle avait 30 jours pour signer, que son avocat pouvait contacter le mien mais qu'il n'y aurait pas de problème car tout était juste, elle n'a pas levé les yeux, assise là avec les papiers du divorce comme un certificat de décès. Je suis allé à la porte puis je me suis arrêté pour dire que je l'avais aimée, il y a longtemps, avant de réaliser qu'elle ne m'aimerait jamais comme j'en avais besoin, je l'ai laissée là, je suis monté dans mon pick-up où Max m'attendait, queue battante. Et j'ai conduit vers mon nouveau loft en centre-ville.
j'ai envoyé la lettre un vendredi en recommandé avec accusé de réception. À l'intérieur il y avait une seule enveloppe pour François contenant le test de paternité, les dossiers médicaux et une lettre de ma part disant « François, l'homme que tu as passé ta vie à défendre n'est pas qui tu crois. Tu mérites de savoir la vérité. » L'appel est arrivé 3 jours plus tard, pas de François, mais d'Henri. Sa voix tremblait de rage ou de peur, demandant ce que j'avais envoyé à son frère. J'ai répondu la vérité. Il a crié que je n'avais aucun droit. Je l'ai coupé en disant que j'avais tous les droits car il avait bâti sa famille sur un mensonge. Il a dit que François était dévasté, qu'il ne parlait plus à personne, que Béatrice était à l'hôpital suite à un malaise vagal. J'ai dit que j'étais désolé de l'entendre et je le pensais en partie. Henri a ri amèrement, listant que j'avais détruit son entreprise, divorcé de sa fille, envoyé une info qui pouvait tuer sa femme, et que j'étais désolé. J'ai rectifié que le PNF avait détruit son entreprise, que j'avais divorcé parce que Célia ne me respectait pas. Et que j'avais envoyé la lettre pour que François sache que son père n'était pas son père. Après un silence, Henri a demandé « C'est Louis Cartron, n'est-ce pas ?» J'ai dit oui. Il a laissé échapper un long souffle tremblant, disant qu'il pensait avoir enterré ça assez profond. J'ai répondu qu'on ne peut pas enterrer la vérité, seulement la retarder. Il a demandé pourquoi, pour la première fois vraiment brisé, si c'était juste parce qu'ils avaient ri de moi. J'ai dit non, que c'était parce qu'il m'avait appris que dans son monde le respect se prend, que le pouvoir est silencieux, qu'il m'avait montré exactement ce qu'était la défaite. Il a raccroché. J'ai regardé la ville, quelque part François lisait cette lettre, Béatrice était à l'hôpital, Henri voyait 40 ans de mensonges s'écrouler, et moi j'étais libre, libre d'un mariage qui ne me valorisait pas, d'une famille qui ne me voyait pas. Le gros titre est sorti un jeudi matin dans la section économie du Figaro, de l'invisible à l'infrastructure, comment Titan Matériaux a discrètement remodelé le BTP français, avec une photo de ma carte de visite. L'article était détaillé, une masterclass de patience stratégique selon un analyste. Mon téléphone a explosé, Jennifer, Rachel, des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Un commentaire sur une vieille photo de Pâques devenue virale disait « Imagine jeter la carte de visite de ton mari et découvrir qu'il possède la moitié du BTP. » Je n'ai pas commenté, mais Célia l'a vu, tout le monde l'a vu. Ce week-end-là je suis allé à un gala du BTP à Paris. Henri n'était pas là, devenu toxique à cause de l'enquête, mais j'y étais et les gens savaient qui j'étais. Un sénateur m'a serré la main, impressionné, je lui ai donné ma carte, la même que Célia avait jetée. Il l'a lue avec respect. Vers 22h j'ai vu Célia avec sa mère. Nos yeux se sont croisés une seconde, elle a détourné le regard la première. Je suis parti tôt, je suis rentré avec Max, sentant pour la première fois depuis 12 ans la paix, non pas par vengeance, mais parce que j'avais cessé de laisser l'opinion des autres définir ma valeur. La cérémonie a eu lieu un samedi après-midi dans le Marais, l'inauguration du centre d'innovation Mercé. Pour les jeunes entrepreneurs. François était au fond de la salle, vieilli mais l'air plus léger. Il est venu me voir après, disant qu'il voulait voir ce que j'avais bâti, la version réelle. Il a dit que c'était incroyable, qu'Henri n'aurait jamais pu bâtir ça car il était trop occupé à protéger ce qu'il avait. Il m'a dit qu'il avait coupé les ponts avec Henri, qu'Henri vivait seul dans un appartement maintenant et que c'était l'isolement qui l'avait brisé. François m'a remercié pour la lettre, disant qu'elle l'avait détruit au début mais libéré ensuite, qu'il savait maintenant qu'il était le fils de Louis Cartron, un homme meilleur qu'Henri ne l'avait jamais été. Plus tard ce soir-là, j'ai dîné avec Claire, une architecte rencontrée 8 mois plus tôt. Elle m'a demandé si je regrettais la façon dont tout s'était passé. J'ai dit que je regrettais les années perdues à essayer de prouver ma valeur à des gens qui ne comptaient pas. Mais que je ne regrettais pas d'avoir bâti quelque chose de vrai. Nous avons marché le long de la Seine, Max trottinant à côté, quelque part Célia scrollait probablement sur les réseaux sociaux, Henri se demandait comment son gendre silencieux avait tout démantelé, et moi j'avais fini de regarder en arrière, Titan s'étendait. Le centre d'innovation finançait sa 5e promo, et je bâtissais une vie avec quelqu'un qui me voyait pour qui j'étais. L'homme invisible au dîner de famille était maintenant en couverture des magazines, l'homme dont les cartes avaient fini à la poubelle avait des sénateurs qui demandaient son numéro, et le meilleur, c'est que je ne l'avais pas fait par vengeance, mais parce que je le pouvais. Parce que pendant qu'ils riaient, je bâtissais, et quand les rires ont cessé, j'étais le seul encore debout.